Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Fin hier à Conakry de la 17e conférence des chefs d'État de l'OMVS, le président Macky Sall est le nouveau président en exercice et notre compatriote Ahmed Jan Semega assumera désormais les fonctions de haut-commissaire. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a salué ces décisions. Le statut général des militaires, les sociétés privées de gardiennage, de transport, de fonds et la protection des personnes, deux projets de loi votés par les députés, le ministre de la Sécurité rassure sur le bien fondé du vote de ces lois. L'installation des autorités intérimaires, des conseillers auprès du gouverneur, la synergie d'action entre les forces étrangères et les FAMA, autant d'acquis de la région de Tombouctou depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, sujet phare de la page spéciale en 2 de l'accord. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le président de la République vient de recevoir le nouveau commissaire de l'UEMOA chargé du département du développement de l'énergie, de l'entreprise des télécommunications, de l'artisanat et du tourisme. Notre compatriote, Madame Boiré Phyllis Sissoko, qui est en partance pour son nouveau poste au Burkina Faso. Comme de tradition, Mme Boiré Phyllis Sissoko était allée remercier le président de la République pour la confiance renouvelée et prendre conseil auprès de lui. Le reportage de Nyanya Aliou Traoré dans nos éditions de demain. Rideau hier donc à Conakry sur les travaux de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Le président Macky Sall a été choisi comme président en exercice et notre compatriote Ahmed Jan Semega a été nommé au commissaire. Le récit de nos envoyés spéciaux Boubacar Sissoko et Aruna Diarra. Les travaux de la 17e conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS se sont déroulés sous de bons auspices. La nouvelle équipe dirigeante de l'organisation entend s'inscrire dans la dynamique de la relance et du renforcement des acquis. Le nouveau président en exercice de l'OMVS a salué les efforts fournis. Il a décliné les priorités en 4 axes principaux. D'abord, le chantier de la modernisation de notre organisation. La réforme institutionnelle que nous attendons depuis quelques années doit être menée à terme. Deuxièmement, le chantier de l'offre d'énergie hydroélectrique par la réalisation de nouvelles infrastructures afin de créer une dynamique durable de production et de distribution suffisante de l'électricité à des coûts abordables. Troisième chantier, la poursuite d'une coopération solidaire et inclusive entre les États membres et en leur sein, entre les milieux urbains et le monde rural. Quatrièmement, enfin, il y a le chantier tout aussi prioritaire de la navigabilité du fleuve. Le transport au meilleur coût pour stimuler les échanges entre les pays membres de l'OMVS est une des vocations naturelles du fleuve Sénégal. Et nous avons entendu ce matin le plaidoyer du président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour le Mali, c'est un projet fondamental. Pour la Mauritanie et le Sénégal aussi, le volet navigation. Il faut que l'équipe du Haut-Commissariat se concentre pour nous sortir les chantiers, pas de terre, mais du fleuve.
Ce quatrième volet tient à cœur le président Ibeka qui attend avec impatience l'effectivité de la navigation sur le fleuve Sénégal. Une bonne session du sommet des chefs d'État qui nous a rassurés quant à la poursuite des objectifs qu'ensemble nous avons définis. Et parmi ceux-là, il y a la navigabilité et la navigation sur le fleuve Sénégal. Depuis février 2017, une résolution a tracé une feuille de route, laquelle sera suivie scrupuleusement par le nouveau commissariat qui sera en place et qui sera dirigé par notre compatriote, l'ancien ministre Ahmed Diané Séméga. C'est dire donc que le Mali sort de ce sommet avec l'assurance totale que l'OMVS est totalement dédié à sa vocation et à sa mission intégratrice de nos pays. Et également, s'offre encore comme modèle réussi sur la base du partage d'un bassin fluvial commun, des ressources non seulement en eau, mais énergétiques et également aussi tout ce que l'hydro-agricole peut assurer à nos pays aujourd'hui en termes de sécurité alimentaire et d'indépendance agricole. Donc c'est une bonne session dont nous sortons absolument ravis. Comme une cerise sur le gâteau, les présidents des pays membres de l'OMVS ont placé leur confiance en notre compatriote Ahmed Diané Séméga comme haut-commissaire de l'OMVS. Sentiment de fierté et de reconnaissance. Je voudrais, avec votre permission, remercier le président Ibrahim Boubacar Keïta pour la confiance placée en ma personne. Vous savez, notre organisation, qui a maintenant plus de 45 ans, est à la croisée des chemins. Et elle a beaucoup d'acquis, mais les défis qui sont à relever sont nombreux. Et la priorité, en tout cas, c'est celle qui est la nôtre, et celle de la navigation. Vous savez, c'est un des programmes phares de l'organisation depuis qu'elle a été créée, mais qui a souffert de beaucoup de retard. Et c'est l'ambition du Mali que son mandat, finalement, voit cet important programme être en route. Vous savez, le Mali est un pays enclavé, mais les autres pays le sont aussi quelque part. Et c'est cette voie de navigation qui va nous permettre de désenclaver nos pays et de permettre qu'il y ait une dynamique de coopération encore plus dense entre des États en fait qui ne sont finalement que des pays frères. Ensemble, nous y parviendrons, dixit le président Macky Sall. Cette organisation permet aux 4 pays d'asseoir un développement intégré au sens large du terme dans le bassin du fleuve Sénégal. Conseil de cabinet cet après-midi à la primature, c'était sous la présidence du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Il avait à l'ordre du jour un seul point, il s'agit du projet de décret portant un schéma directeur d'urbanisme de la ville de Dougabougou et environ. Après 1 heure de travaux, la réunion a finalement validé le document. Le ministre de l'Agriculture et son collègue des droits de l'homme ont co-animé une conférence de presse. Accompagnés par le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, Abdelkader Konaté, les 2 ministres ont débattu des grandes décisions prises lors du Conseil des ministres les concernant, les innovations concernant le secteur coton et les questions de violation des droits de l'homme au Mali. Avec Moussa Fane pour le compte-rendu. La transformation sur place de 25% de la production nationale de coton, telle est l'ambition des autorités maliennes, selon le ministre de l'Agriculture. C'est pourquoi le Conseil des ministres a pris certaines mesures pour la relance de ce secteur. Ces mesures s'articulent autour de 3 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est quoi? C'est d'abandonner le schéma actuel, qui est la holding CMDT et les 4 filiales, pour créer une société privée CMDT avec une direction nationale et une direction régionale. La deuxième orientation stratégique, c'est de mettre en place un schéma industriel de transformation du coton au Mali. Comme vous le savez, jusqu'ici, le Mali transforme à peine 2%. Le troisième axe stratégique, c'est de renforcer les acquis des sociétés, des coopératives, des producteurs de coton et leurs faîtières. Les journalistes ont été également informés de la situation des droits de l'homme au Mali. Le département a eu à présenter une communication verbale en Conseil des ministres relative à des cas de violation des droits de l'homme
dont nous avons été saisis par la FIDH et ensuite par la MUNISMA. Ce document de la MUNISMA signalait 75 cas de violations et abus de droit entre le 1er janvier et le 31 mars 2017 qui auraient été perpétrés dans les localités de Bamako, Gao, Kidal, Menaka, Ségou, Tombouctou, Mopti et Taoudéni. Ces violations auraient été commises par les forces de sécurité, la gendarmerie, des FAMA, de Barkhane, de Gatia, de la SEMA, de Gandaïzo et de la plateforme, ACMI, Ansardine, etc. Il s'agit donc de violations documentées par la MUNISMA. Donc nous avons tenu à faire cette communication en Conseil de ministres pour montrer l'attachement du gouvernement au respect absolu, scrupuleux des droits humains dans notre pays. Au dire du ministre Tapo, son département prendra toutes les dispositions nécessaires pour le renforcement du respect des droits de l'homme au Mali. À présent, la séance plénière à l'Assemblée nationale, les députés ont voté ce jeudi 2 projets de loi. Le premier projet de loi est relatif au statut général des militaires. Le deuxième est le projet de loi relatif aux entreprises privées de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds et de protection des personnes. La mise en œuvre de ces 2 lois va permettre de bien sécuriser notre environnement. C'est ce qu'a dit le ministre de la Sécurité, Sira Bachili, était présente et suivons son reportage. 2 projets de loi à la loupe des élus de la nation. Le premier est celui relatif au statut général des militaires. Il vient corriger certaines insuffisances constatées dans la loi de 2002. Ce projet de loi place la formation au cœur du plan de carrière des militaires. Il lie par ailleurs l'emploi et l'amélioration des conditions de vie au niveau des qualifications de chaque militaire. Le militaire qui, Dieu nous en garde bien entendu, décède en opération, se voit directement promu au grade supérieur. Et sa famille, donc sa veuve et ses enfants, touchent dans les 3 mois qui suivent son décès 10 ans du salaire du grade supérieur auquel il a été promu. Donc en un bloc. C'est une avancée considérable majeure. Ce projet de loi a fait objet de débat pendant 3 heures de temps pour mieux faire comprendre les conditions de recrutement dans l'armée. Les élus de la nation, avant de donner leur quitus, voulaient des garanties de la part du ministre de la Défense et des anciens combattants. Ce que nous souhaitons va changer dans l'armée, que notre armée devienne meilleure. L'armée a pour vocation de défendre l'intégrité du territoire, de veiller sur la sécurité des personnes et des biens partout sur le territoire national. Tous les efforts que nous sommes en train de faire, c'est pour que cela soit fait au mieux possible. Ce projet de loi a été donc voté à 106 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, lui, est venu défendre le projet de loi portant modification de la loi relative aux entreprises privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes. Il s'agit d'abord pour nous de corriger cet état de fait que des militaires, en l'occurrence la garde nationale, soient déployés devant des structures privées en permanence. Vous le voyez, aujourd'hui nous avons besoin d'effectifs. Ça a été dit plusieurs fois. Cela est un objectif majeur pour nous, mais nous sommes heurtés à cette obligation que nous avons aussi de sécuriser ces structures privées, notamment financières. Nous avons d'ailleurs reçu plusieurs reprises l'association des banques professionnelles de finances qui se sont émus du fait que nous souhaitons retirer les militaires. Donc il fallait quelque chose à la place. Et ce milieu peut faire le travail à condition d'être toiletté. Les députés se sont prononcés sur ce projet de loi avec 106 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ce projet de loi vient combler un vide, le niveau de formation des gardiens, ce point qui a toujours constitué un réel handicap pour les entreprises et les clients. Les chefs d'état-major généraux du G5 Sahel ont enfin finalisé les documents permettant la mise en place de la force du Sahel. Et bientôt, les activités opérationnelles de la région vont commencer par la sécurisation des pays membres. Les experts du G5 Sahel étaient assistés par les partenaires techniques et financiers, nous dit Mariam Sagara.
Que d'encre, que de salive pour sortir un plan opérationnel adapté à la défense de la région du G5 Sahel. Les chefs d'état-major généraux des pays membres et leurs experts n'ont pas hésité à sacrifier toute une journée pour finaliser ce qui manque pour faire face aux dangers qui planent dans la sous-région. Un pas de plus vient d'être fait vers l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Une compréhension partagée de la structure de la force, des procédures relatives aux questions d'extraterritorialité conformes à notre vision commune, une évaluation logistique établie d'un commun accord. Voilà ce à quoi nous avons abouti ensemble au cours de ces travaux. La mise en place dynamique de la force G5 Sahel est imminente après les derniers réglages de Bamako. La confiance que nous inspire la détermination de vous tous nous arme à suffisance pour compter sur la disponibilité et l'engagement des uns et des autres pour les prochaines étapes du chemin qui se dresse devant nous. En disant tous, je veux dire acteurs du G5 Sahel. Pour oublier le pur labeur de la journée, une autre table les unit au petit soir sous une ambiance folklorique du terroir malien. Et pour donner une quiétude au Sahel, la collégialité et la fraternité entre compagnons d'armes s'imposent. À présent, nous allons ouvrir la page spéciale en 2 de l'accord pour la paix et la réconciliation. Voilà, à Tombouctou, la mise en œuvre de l'accord a permis, entre autres, l'installation des autorités intérimaires, celle des conseillers auprès du gouverneur. Et elle a aussi permis de créer une synergie d'action entre les différentes forces FAMA, MINUSMA, Barkhane et groupes armés signataires de l'accord. Adama Djimde et Cheikh Namori Djabati. Dans la cité des 333 saints, les avancées liées à l'accord d'Alger de 2015 sont aussi divers que variées. Sur le terrain, la mise en œuvre de cet accord s'est traduite par l'installation d'une antenne de MOC, mécanisme opérationnel de coordination. Elle se manifeste également par une synergie d'action entre les différentes forces pour l'instauration de la paix et de la stabilité. Les rapprochements significatifs des différentes forces armées présentes dans la région, dans leur collaboration, ce qui a contribué de façon très significative à l'amélioration des résultats de leur synergie d'action. Les rapprochements entre les forces armées maliennes et de sécurité, les forces Barkhane et les forces de la MINUSMA, de plus en plus les rapprochements entre toutes ces forces et les mouvements qui sont présents dans la région. Sur le plan institutionnel, le fait marquant est la mise en place des autorités intérimaires. L'autorité intérimaire gère la collectivité région en attendant la mise en place du conseil élu. Elle s'occupe à ce titre-là de la poursuite de la mise en œuvre des activités de développement. Elle doit participer à la restauration de la sécurité dans la région. Depuis la mise en place de ces autorités, on note dans la ville de Tombouctou et aux alentours moins de braquages et autres enlèvements de véhicules. Par ailleurs, la gestion collégiale des affaires publiques avec l'implication des conseils spéciaux auprès des gouverneurs de région permet de créer davantage de la confiance. Grâce aux efforts de l'État et de la communauté internationale à travers l'accord, bon nombre de nos compatriotes réfugiés en Mauritanie, en Algérie ou encore au Burkina Faso ont regagné le bercail. Une délégation de la CENI a rencontré au siège de la Convention de la majorité présidentielle les membres de cette convention. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec les partis politiques et les acteurs impliqués dans le processus. Écoutons le président de la Convention de la majorité présidentielle, Dr Bokari Tereta, qui est au micro de Mamadou Fane. La première chose, c'est de féliciter les membres pour la confiance en eux placée par chaque catégorie de mandants. Parce qu'en tant que majorité, nous avons 5 représentants dans la CENI. Confiance est renouvelée par les autorités du pays. Ensemble avec eux, nous nous sommes inquiétés du chronogramme électoral. Nous savons tous qu'un chronogramme avait été élaboré, rendu public par l'administration électorale, mais les dates sont dépassées. Et depuis, nous n'avons pas connaissance qu'un nouveau chronogramme
ait été élaboré ou bien que le chronogramme ait été mis à jour. C'est une forte question d'interpellation, bien sûr d'abord à l'administration électorale, au gouvernement, mais également à nous, majorité, et à ECENI. La CENI a profité de l'occasion pour expliquer les difficultés d'installation que la nouvelle équipe rencontre. Nous apprenons avec la CENI qu'il y a effectivement donc rupture d'une CENI à une autre. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de passation. Je pense que cela justifie les débats qu'on avait initiés, vraiment pour mettre en place une CENI permanente. Et donc aujourd'hui, en pleine année, et nous savons bien les difficultés financières auxquelles notre pays fait face. Donc il y a des difficultés de mobilisation des ressources pour assurer donc non seulement l'installation de l'équipe, mais le démarrage des activités. Nous allons intervenir auprès du gouvernement pour rendre un peu plus audible la voix de la CENI, pour que très rapidement les conditions soient créées pour assurer un véritable démarrage des activités de la CENI. Le syndicat national de l'enseignement supérieur suspend son mot d'ordre de grève. Le CNESUP et le gouvernement sont parvenus hier à un accord. Nous vous proposons d'écouter respectivement le secrétaire général du CNESUP et El Haj Sekou Soumano, président de la commission de conciliation. En attendant de les retrouver, nous voyons le syndicat des travailleurs des affaires étrangères qui lève son mot d'ordre de grève. C'est levé de mot d'ordre fait suite à la rencontre avec le gouvernement. Les travailleurs des affaires étrangères sont invités à reprendre le travail demain vendredi. Le communiqué est lu ici par le secrétaire aux revendications Issa Adama, qui est au micro de Isaac Tchenou. Le bureau central du syndicat libre des affaires étrangères, Sultaye, informe les travailleurs que suite à la rencontre ce jeudi 18 mai 2017 dans la salle de conférence du ministère du Travail et de la fonction publique avec le gouvernement sur instruction du Premier ministre, chef de gouvernement. Le Sultaye a décidé de suspendre le mot d'ordre de grève de 96 heures. Par conséquent, invite l'ensemble des travailleurs du département central et les missions diplomatiques et consulaires de reprendre le travail le vendredi 19 mai 2017 à 7h30. Le bureau central du syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères remercie l'ensemble de ses militants pour leur engagement sans faille. Alors, le CNESUP et le gouvernement, je vous le disais, sont parvenus hier à un accord. Nous écoutons Dr Abdou Malé, qui est le secrétaire général du CNESUP. Au terme des négociations, les résultats suivants sont obtenus. Point 1. La signature immédiate du rapport de la commission tripartite déposé le 31 janvier 2017 et l'application immédiate de la grille plafond 3000 et plancher 1368 au personnel enseignant de l'enseignement supérieur et aux chercheurs. Le gouvernement s'engage à octroyer une grille avec un indice plancher 640 et plafond 1400 applicable au mois de juin 2017. Un indice plancher 660 et plafond 1460 pour compter du 1er janvier 2018. Accord. Point 2. L'intégration immédiate dans la fonction publique des travailleurs contractuels payés sur les budgets autonomes de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Le gouvernement s'engage à examiner les 502 dossiers de contractuels transmis par le SNESUP qui seront soumis à un test de recrutement au mois d'août 2017. Accord. Point 3. L'adoption immédiate du nouveau statut enseignant-chercheur. Le SNESUP accepte sous réserve que ces observations soient prises en compte dans le projet de loi consensuel. Accord partiel. Point 4. La nomination immédiate des agents fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique omis de la hiérarchisation du 16 juin 2015 et la capitalisation des publications des chercheurs de l'IR recrutés en 2008 pour leur juste transposition. Les arrêtés de nomination sont dans le circuit des signatures. Accord. Point 5. Le rétablissement immédiat et effectif du fonds études et recherche, conformément au protocole d'accord du 13 mai 2016. Le gouvernement s'engage à rétablir la ligne budgétaire études et recherche dans un bref délai. Accord. Point 6. Le paiement immédiat des arriérés d'aide supplémentaires de 2013-2014 et de 2014-2015 aux enseignants de l'UIG. Le paiement des arriérés d'aide supplémentaires de l'UIG
a été effectué. Accord. Point 7. L'éradication totale de la violence dans l'espace universitaire. Le gouvernement et le SNESUP veilleront à la sécurisation de l'espace scolaire universitaire. La commission de conciliation a recommandé l'organisation des états généraux sur la sécurité dans l'espace scolaire universitaire. Accord. Au regard des avancées notables sur l'ensemble des points de revendication, le CNSUP suspend son mot d'ordre de grève illimité et convie ses militants à reprendre le travail à compter du jeudi 18 mai 2017. Les examens de fin d'année, nous en parlons depuis hier, se profilent dans un horizon proche et les préparatifs sont au point, dictent les responsables des différentes structures en charge de l'organisation des examens. La révélation a été faite au cours d'un point de presse et pour plus de précision, voyons avec Alocene Torre. 5,8 milliards de francs CFA, c'est le budget destiné aux préparatifs et à l'organisation des examens pour cette année. Au diplôme d'études fondamentales, ils seront 258 102 candidats inscrits, 112 115 au baccalauréat général, 2 813 au baccalauréat technique, 40 000 au BT, 22 840 au CAP et 4 953 pour les IFM. À en croire les différents responsables, tout est fin prêt pour réussir l'organisation. Depuis le mois de décembre, on commence à demander les informations préliminaires, à savoir les propositions de sujets, les gens susceptibles d'être impliqués dans les examens, les besoins en matériel pour l'organisation des examens. On demande la liste des candidats. Ce qu'on a obtenu aujourd'hui, c'est que nous permet de communiquer les effectifs et de prendre toutes les dispositions afin que les examens puissent se dérouler de la meilleure façon possible. Ainsi, on a déjà mis à la disposition des académies le matériel pour les examens. La question de la fraude et de la fuite des sujets revient sur la table, mais les responsables rassurent. Depuis 3 ans, il y a des missions qui vont chaque année, avant les examens, parcourir le terrain pour échanger avec les partenaires et les acteurs de l'école afin de minimiser les fuites et les fraudes au niveau du système éducatif. Le débrayage observé dans certaines régions, notamment au nord du pays, n'entame en rien l'effectivité des examens sur toute l'étendue du territoire et dans le camp des réfugiés de Mbera, poursuit notre interlocuteur. Série de visites des entreprises privées, le ministre du Développement industriel continue sa tournée en compagnie du ministre en charge des investissements et du secteur privé. La délégation s'est rendue dans les différents démembrements de la nouvelle société de fabrication de cahiers. On fait le point avec Fatoumata Kone. La nouvelle société de fabrication des cahiers est un investissement de près de 4 milliards de francs CFA. Elle a une capacité de production de 15 000 cahiers par heure. Une société qui compte sur l'appui des autorités maliennes pour faire face à la concurrence déloyale. Et c'est cet esprit qui a guidé les pas des ministres du développement industriel et de celui du secteur privé dans les locaux de la société. Il s'agit simplement de saluer ces efforts et de leur faire le soutien nécessaire pour le développement industriel de nos unités dans l'ensemble. En se rendant à la deuxième usine, la délégation est venue observer la fabrique de rames de papier et des plaques d'immatriculation. Cette visite vise à renforcer le partenariat public-privé. Notre production est locale, c'est de même qualité que la production sur le marché international. Il faut que l'État se tourne vers nous pour absorber et freiner autant que faire se peut les importations frauduleuses. L'État a mis en place des programmes d'appui aux petites et moyennes entreprises et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents programmes que nous sommes là pour voir comment on peut les soutenir, à la fois au niveau de la consommation nationale à travers la préférence, mais aussi à travers toutes les autres facilités et appuis que nous pouvons apporter à l'industrie. Les visiteurs ont eu droit à une projection vidéo sur les activités de la société et ses projets dans le cadre d'une meilleure productivité. Partager l'avant-projet de la politique nationale des frontières 2017-2021 et son plan d'action, tel était le but de la rencontre de la Commission nationale des frontières qui s'est tenue ce matin au gouvernorat du district de Bamako sous la présidence du ministre de l'administration territoriale, Tchema Hubert Koulibaly. Le point avec Mamadou Fane.
Le processus de relecture de la politique nationale des frontières a démarré en 2014. Cette rencontre de la Commission nationale des frontières marque ainsi l'étape consacrée à la validation de l'avant-projet de la politique nationale des frontières 2017-2021 et de son plan d'action. Cette politique fait déjà quelques années, avec les changements, les évolutions que notre pays connaît. Le gouvernement a décidé qu'on procède à sa relecture pour prendre en charge un certain nombre de réalités et qui nous permettra d'avoir une gestion saine de nos frontières. Il s'agit à travers cette rencontre de partager avec les experts et les partenaires les 10 documents pour doter le Mali de frontières fiables et sécurisées. Le partenariat entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Mali en matière de gestion des frontières a permis d'aboutir des résultats probants. Nous encourageons l'État malien à poursuivre ses efforts de délimitation et de démarcation des frontières comme outil de prévention des conflits avec des pays voisins. L'avant-projet de la nouvelle politique des frontières sur laquelle vous allez travailler pendant ces 2 jours s'appuie sur la vision qui est celle de faire de nos frontières un espace de sécurité, de paix et de développement, et si possible des espaces réels d'intégration où vivent des populations en symbiose. La présente cérémonie a regroupé les représentants de l'OIM, de la MINUSMA, de l'ECAP Sahel et de l'Union européenne qui accompagnent notre pays pour la validation du document. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de la population lui préside la réunion des différents responsables des structures techniques centrales et déconcentrées des collectivités du secteur privé, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Et cela dans le cadre de la 9e revue annuelle du chemin directeur de la statistique. Fademba Keita pour le compte-rendu. Cette 9e revue annuelle, comme les précédentes, est un forum de discussion entre producteurs et utilisateurs des statistiques publiques. Elle permet aux spécialistes d'évaluer régulièrement le niveau de mise en œuvre du document de stratégie de développement de la statistique, appelé schéma directeur de la statistique. Cette session technique est axée sur le renforcement des acquis et la correction des insuffisances constatées dans la conduite du premier schéma. Le schéma lui-même fait 70 milliards sur 5 ans et pour 2016, nous avons pu réaliser 142 activités et qui nous ont coûté 4 milliards 690 millions exactement. Ces différentes activités sont réalisées dans le cadre des différents programmes que nous avons au niveau du schéma directeur de la statistique. Les partenaires techniques et financiers trouvent que les défis à surmonter sont encore énormes pour prétendre à des statistiques fiables. Parmi ces défis, je note essentiellement le coût élevé de l'activité statistique au Mali, le faible niveau de coordination entre les acteurs du système statistique et l'insuffisance de ressources qui limitent sérieusement l'atteinte des résultats escomptés. Des statistiques de qualité passent alors par un meilleur pilotage des politiques publiques et l'engagement de tous. Le recensement de 2019 général de la population et de l'habitat va nous coûter près de 20 milliards de francs CFA. Donc le gouvernement aujourd'hui a décidé de mettre en place un fonds national pour le développement de la statistique. Donc c'est déjà une avancée. Il y a d'autres faiblesses, c'est la faiblesse des ressources humaines. La revue technique dure 2 jours et sera suivie par la session politique. 40e anniversaire de la disparition du premier président du Mali, Modibo Keïta, et les militants de l'UMRDA ont célébré l'événement à travers une marche funèbre, marche suivie par Agibou Koulibaly. Partis de la rue de Dakar devant la porte de la famille Keïta à Wolofobougou, les marcheurs sont passés par le boulevard de l'Indépendance pour arriver au cimetière de Amdalaï. Cette marche funèbre est un honneur rendu encore une fois de plus au président Modibo Keïta et ses compagnons. C'est aussi pour nous l'occasion de remercier le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a honoré, réhabilité et magnifié le président Modibo Keïta. Pour les témoins, Modibo Keïta était un homme de conviction qui a œuvré toute sa vie pour l'unité africaine. Modibo le grand, Modibo le fidèle, Modibo le combattant, les panafricains invaincus. Grandeur, pas grandeur nature, mais grandeur avec capacité physique et intellectuelle. Aussi qu'il est grand,
aussi que les plus intelligents. C'est l'un des fils les plus nobles. C'est l'un de ceux qui ont bâti ce pays. C'est l'un de ceux qui vont rester longtemps encore dans le cœur des Maliens. On prit part à cette marche funèbre, outre les militants et sympathisants de l'Union malienne du Rassemblement démocratique UMRDA, d'autres partis politiques comme le RPM, le SADI, le Sénas Faso Here et le Parena. Un nouveau centre de service du développement d'éthique vient de voir le jour. Il s'agit du centre révélateur et accélérateur de talents d'entreprise au Mali, Créatim, une structure dont la vocation est d'identifier, accompagner et surtout soutenir les jeunes entreprises TIC de l'énergie renouvelable, de l'environnement et de l'agro-business dans la phase cruciale de leur développement. L'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de l'économie numérique et de la communication. Adama Traoré était notre reporter. Cette coupure du ruban symbolique inaugure officiellement le nouveau siège social de Créatim, un incubateur qui a été créé environ 6 mois et a pour mission d'offrir aux entrepreneurs maliens un environnement unique pour développer et accélérer la croissance et pérenniser leur entreprise. L'originalité de cette initiative tient au rassemblement dans un même lieu des savoir-être, savoir-faire et compétences sur l'entrepreneuriat et la technologie numérique. L'objectif étant bien entendu de créer un écosystème unique susceptible de féconder les échanges, les collaborations et l'entraide au service de solutions opérationnelles viables et durables. Dans un souci de développement sectoriel, Créatim sera un outil d'espoir qui permettra de soutenir les jeunes startups dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique. C'est vraiment cette phase de naissance de l'entreprise qui est capitale parce que pour qu'il y ait des entreprises plus grandes après, il faut toujours qu'il y ait une naissance à un moment. Et donc c'est vraiment ça qu'on appelle un incubateur. C'est un rouage essentiel dans l'écosystème de l'innovation et dans finalement la capacité du pays, du Mali à identifier ces jeunes entrepreneurs qui vont peut-être changer la face de son avenir. De sa création à nos jours, Créatim aurait formé plus de 200 jeunes entrepreneurs dans leurs projets d'entreprise et sensibilisé près de 500 jeunes en entrepreneuriat. Prestation de serment de 6 nouveaux conseils fiscaux. C'était devant la cour d'appel en présence du président de l'ordre des conseils fiscaux, M. Abdrahman Sall. Et autre prestation de serment, des 9 commissaires des droits de l'homme nommés, 8 ont prêté serment devant la Cour suprême. Et cette commission nationale des droits de l'homme aura comme mission la protection et la promotion des droits de l'homme ainsi que la protection contre les tortures et autres peines ou traitements humains et dégradants. Les membres de la commission se réuniront très prochainement pour mettre en place un bureau pour situer les postes de responsabilité. Football, Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, Gabon 2017 au compte de la deuxième journée des matchs de poule dans le groupe B. Le Mali a battu ce soir le Niger par 2-1. Auparavant, c'est par ce même score de 2-1 que la Tanzanie avait pris le meilleur sur l'Angola. Demain vendredi, jour de repos et la compétition reprendra samedi avec la troisième journée de match de poule dans le groupe A. La Guinée jouera contre le Ghana et le Gabon sera face au Cameroun. Dimanche dans le groupe B, le Mali affrontera l'Angola et le Niger sera opposé à la Tanzanie. Ces rencontres de la troisième journée de match de poule seront jouées simultanément et des matchs que vous pourrez suivre sur cette même antenne. L'ORTM à suivre demain une édition spéciale consacrée au conseil d'administration. Ça sera après le journal de 20h et le journal de 18h, 20h le journal de 20h vous sera présenté par Alassane Djombele, qui va signer son grand retour sur ce même plateau. Excellente tenue à nos téléspectateurs de la région de Mopti.